participé à un voyage qui était organisé par l'Humanité et France-Amérique latine, qui est à propos du Forum social mondial, qui se tenait à Tunis, emmener les gens rencontrer différents acteurs de la société civile, à Tunis bien sûr, mais aussi dans le reste du pays, dans le centre et dans le sud du pays. Et je dirais que ce sont ces contacts avec les différentes organisations, syndicats, partis, qui ont été les plus riches. Et on a tous été impressionnés par la quantité de contacts qu'on a eus, et surtout la générosité avec laquelle les différents organisateurs se sont pliés à notre calendrier, puisque la plupart des organisateurs étaient pris par ailleurs par le forum, par les différents rendez-vous extérieurs à la Tunisie, télévision étrangère et autres, qu'ils avaient, et que la plupart du temps, ils avaient repoussé des rendez-vous pour pouvoir nous accueillir et répondre à nos questions. Ce qui nous donnait une importance qu'on n'avait pas a priori, qu'on n'avait pas l'impression d'avoir a priori, mais dont on a profité évidemment. Quelques mots sur la situation politique actuelle en Tunisie. Vous savez qu'après le départ précipité de Ben Ali, il y a eu la mise en place d'une assemblée constituante, fin 2011. Cette Assemblée nationale constituante ayant pour but, comme toute constituante, de préparer, de fournir une nouvelle constitution au pays et de laisser s'organiser les élections suivantes, les législatives, qui, elles, auront le pouvoir. Cette Assemblée nationale constituante n'a pas l'air pressée du tout de sortir cette constitution. Elle travaille beaucoup à reculons dessus. Les points qu'elle avance sont presque tous des points de régression par rapport à une constitution antérieure, alors qu'on aurait pu supposer, dans le vent de la révolution du jasmin, entre guillemets, que cette constituante allait apporter des nouveautés, hein, des points en avant, des points de progrès. Et elle n'est pas non plus très pressée d'annoncer la date ou de commencer à organiser les futures élections. L'actuel chef de gouvernement parle de fin 2013. Bon, l'année dernière, on parlait de fin 2012. Ennahda a fait une campagne simple, essentiellement dans les mosquées, sur les 1200 mosquées qu'il y aurait en Tunisie. Ces 500 ou 600 mosquées sont tenues, si je puis dire, enfin dirigées, animées par des salafistes, en fait. C'est une phrase de Marzouki. Marzouki qui fait sa tournée, qui a été accueillie par Jacques Lang à Lima, etc., qui fait sa tournée de publicité pour son livre, dans lequel il prêche pour un islam modéré à la turque qui serait en train d'instaurer en Tunisie. Ce qui n'a pas l'air évident du tout. Et ce Marzouki, qui fait l'objet, à cause de ses propos, d'une motion de censure qui a déjà été signée par 77 députés, dont des députés, paraît-il, d'une partie de la Troïka, peut-être qu'on cherche à se débarrasser de lui maintenant qu'il va trop loin. Eh bien, un des propos, c'est à cause de ses propos, un des propos qu'il a tenus en France, c'est celui-là: ceux qui ont voulu abattre la Troïka ont fini eux-mêmes par crever. Après, on s'étonne que l'assassinat de Ben Ali ne soit pas recherché, enfin, avec plus d'acharnement. Dans l'opposition, il y a un regroupement, il y a deux formes d'opposition, deux regroupements d'opposition. C'est l'Union pour la République, qui en fait est dominée par Nida Tounes. Nida Tounes, ça veut dire l'appel de Tunis, de Tunis. Ce groupe, une bonne partie de la bourgeoisie tunisienne, et en particulier des cadres de l'ancien régime, qui n'étaient pas trop marqués, qui n'ont pas été emprisonnés ou inculpés, etc. Il y a donc une grosse partie des membres importants du RCD, c'est-à-dire du parti qui était au pouvoir sous Ben Ali, qui en fait sont dans le parti Nida Tounes, qui le nie, mais qui ne peut pas le nier énormément, vu le nom et la qualité de ses membres. Nida Tounes
avance à pas feutrer comme étant, se présente comme une alternative possible, l'alternative sérieuse à Ennahda. Ce qu'on appelle le Front populaire. Le Front populaire, c'est ce qui était animé par Chokri Belaïd, qui a été évidemment assassiné en partie pour ça. Le Front populaire qui est la partie la plus à gauche, bien sûr, et la plus combative, en fait, du mouvement politique actuel, qui n'a que 6 députés, 6 ou 7 députés, ça dépend comment on les compte, mais qui, par contre, regroupe plus de 12 partis et une sorte de vingtaine d'associations, plus des membres indépendants, puisqu'on peut adhérer au Front populaire à titre individuel. Au Front populaire que nous avons été reçus tout en premier quand nous étions encore à Tunis. C'était un accueil très, très chaleureux, très précaire, puisqu'ils étaient en train de s'installer dans un local que des amis leur avaient prêté, puisque jusqu'à présent ils n'avaient pas réussi à obtenir de local. Ils étaient en train d'équiper le local pour les interviews télévisées et autres. Je retiendrai de la réunion qu'on a eue avec eux, avec les dirigeants donc, du Front populaire qui étaient présents, que d'une part ils ont un programme, ils ont développé un programme de mesures d'urgence pour faire face au désastre économique actuel que traverse la Tunisie. Et entre autres, il y a 3 mesures qu'ils proposent et qu'ils essaient de faire avancer, y compris dans une alliance plus large. C'est premièrement geler la dette des paysans, en considérant que cette dette, elle a été payée X fois déjà avec les intérêts. La deuxième mesure, c'est qu'on distribue les terres qui ne sont pas cultivées aux jeunes, à des jeunes agriculteurs, ce qui permettrait de faire baisser, il y a un chômage énorme qui touche en particulier les jeunes, et en particulier les jeunes qui sont à la campagne. Puisqu'il y a en Tunisie un décalage énorme entre le développement côtier, les régions côtières, où il y a entre autres le tourisme, il y avait en tout cas le tourisme en particulier, et où on a mis le gros des infrastructures et autres. Et puis le reste du pays, en particulier le centre et le sud, qui eux sont sous-développés. Et enfin, troisième point, c'est de développer absolument l'agriculture, en particulier l'agriculture régionale, en lui donnant les moyens de pouvoir faire sortir ces produits. J'y reviendrai parce qu'on a été dans une région agricole sous-développée où on a rencontré les syndicats de paysans qui sont là et qui expliquaient justement quel était leur problème. Leur problème est en particulier qu'il n'y a pas de transport, les transports fonctionnent bien dans les zones côtières et touristiques, mais après il y a très très peu de transport, les routes sont très mauvaises aussi, il y a très beaucoup d'approvisionnement en essence ou quoi que ce soit. Et d'autre part, il n'y a pas d'usine de transformation sur place. Leurs objectifs immédiats portaient sur 2 points. Le premier, c'était l'urgence pour défendre les libertés de tous, hein, les libertés humaines et la sécurité aussi des gens, contre en particulier les exactions nombreuses des salafistes, organisés ou non, Ligue des patriotes pour la défense de la Révolution en particulier, qui sévissent un peu partout. Et pour défendre au maximum et au mieux, et pas au coup par coup, comme ils sont en train de le faire malheureusement, il prévoit d'organiser dans l'année là qui va venir un grand congrès avec toutes les forces qui en seraient d'accord pour lutter contre la violence dans la société. Et il y a déjà un grand nombre d'associations, bien sûr, mais de partis politiques aussi, au-delà du Front populaire, qui participent, hein, qui ont annoncé. Il y avait plus de 61 organisations. Alors, cette alliance démocratique large, elle irait évidemment jusqu'au centre, bien sûr. Hein, elle prendrait les partis du centre. Il s'agirait de lutter contre le mal extrême qui serait la poussée, la continuation de la poussée d'Ennahda et des salafistes actuellement en Tunisie. Parce qu'on voyait que les gens étaient vraiment actifs, motivés, organisés, avaient bien les pieds sur terre.
mais aussi assez inquiétante parce qu'ils étaient tous très pessimistes sur l'avenir proche et même presque lointain de la Tunisie. Ensuite, on a été reçu à la Ligue des droits de l'homme, la Ligue des droits de l'homme qui existe depuis longtemps en Tunisie. Marzouki en a même fait partie. Sous Ben Ali, comme ils nous ont dit, ils n'avaient pas de local, leur local avait été fermé et ils n'avaient pas le droit de tenir des réunions publiques. Donc, ils enregistraient avec plaisir le fait que, depuis la Révolution, il y a une liberté d'expression dans la presse, qui est reconnue par pratiquement tous les médias, et une quasi-liberté de réunion. Sauf que les réunions sont assez souvent perturbées par justement la fameuse Ligue de protection de la Révolution, qui est en fait un groupement presque fascisant en fait, de salafistes, hein, un peu partout dans le pays. Mais par contre, ils nous ont dit qu'ils se trouvaient face à des difficultés plus grandes, à leurs yeux, pour défendre les libertés individuelles ou collectives, parce qu'en face d'eux, au lieu d'avoir un pouvoir presque caricatural, dictatorial, et des policiers ou une armée à ses ordres, ils avaient en face d'eux des acteurs multiples, fuyants, mais vraiment bien organisés, qui arrivaient à, à démultiplier leurs actions un peu partout. Et que ces acteurs intolérants, bon c'est El-Nada et les salafistes bien sûr, hein, étaient à la fois riches, en particulier grâce au Qatar, l'Arabie Saoudite aussi, mais surtout les fonds du Qatar, et très actifs. Et que là, ils avaient l'impression d'un combat permanent, mais aussi multiple, qui se trouve sur l'ensemble du territoire et non plus concentré sur des pôles d'action importants, hein, autour de procès ou bien autour de grèves, etc. Néanmoins, c'est un groupe surtout de juristes très bien organisés et décidés, et ils ont organisé, entre autres, pour lutter contre la violence, torture, mauvais traitement, dans les centres de détention qui sont extrêmement nombreux, aussi nombreux que sous Ben Ali et même un peu plus nombreux maintenant. Alors pour lutter contre cela, ils forment des gens qui ne sont pas tous des juristes, mais qui sont de bonne volonté. Ils les forment pour aller dans la majorité ou la totalité des centres de détention, visiter au fond les gens, arriver à s'introduire pour pouvoir déceler quels sont les gens qui ont besoin d'un avocat, de porter plainte, pour forcer les gens à s'exprimer, à oser s'exprimer. Et ils ont déjà formé un contingent de 40 personnes, on peut se dire, pour un pays, mais c'est un petit pays, la Tunisie, hein, il y a quand même que pas tout à fait 11 millions d'habitants, il n'y a pas 11 millions d'habitants, c'est quand même un petit pays. Enfin, ils ont déjà formé 40 personnes, en plus, bien sûr, des militants de base qui sont au centre de la Ligue des droits de l'homme, et ils envisagent d'en former encore d'autres. Et ils multiplient aussi les informations un peu partout, en ville, quand il y a des manifestations et autres, en donnant les numéros de téléphone des juristes de la Ligue des droits de l'homme. Leur autre activité en ce moment, au mois d'avril, c'était le problème des disparus. Le problème des disparus, c'est un problème assez complexe et multiple, puisqu'il y a à la fois des familles qui essaient de retrouver des membres, des enfants notamment, ou des adolescents, de leur famille dont ils n'ont plus de nouvelles. Alors les uns partis en mer vers l'Italie ou ailleurs, et dont ils n'ont pas de nouvelles, ça c'est des migrations classiques, d'autres partis vers la Libye pour rejoindre les champs d'action du djihad, pour aller faire notamment la guerre en Syrie. Dans les deux cas, il s'agit d'avoir des nouvelles, de pouvoir fournir des nouvelles au moins aux différents membres de famille. Et d'autre part, d'essayer de faire démanteler par le gouvernement, puisque ce n'est pas légal,
les réseaux qui organisent cette émigration de jeunes pour le djihad. Et elles ont tout un réseau de femmes, c'est entièrement bénévole, bien sûr, le travail dans l'association, et qui nous ont dit qu'elles travaillaient déjà clandestinement ou pas clandestinement, ça dépendait, sous Ben Ali, mais qu'actuellement, ce qu'elles déploraient le plus, c'est qu'elles passaient leur temps à essayer de préserver des acquis, des choses qui étaient déjà acquises avant, et pas du tout à faire progresser la situation des femmes, tel ce qui était leur but à l'origine. Alors en particulier, elles sont obligées, comme il y a des juristes dans leur groupe, elles sont obligées de lutter, d'alerter les parlementaires et la presse, surtout les médias, sur tous les points de recul qui sont préparés au niveau de la préparation de la constituante par Ennahda et ses alliés. Alors ça touche à tout, hein. Ça touche à l'état civil qui pourrait disparaître, ça touche à l'organisation des écoles. Il y avait relativement peu d'écoles coraniques en Tunisie, maintenant ça devient presque la majorité, l'école coranique, à côté des écoles, disons, publiques. Ça touche par exemple au problème de l'égalité au niveau des successions. On a une sorte de retour en arrière, de retour pour, soi-disant, adapter la constitution, enfin l'état de fait de la vie en Tunisie, à ce que les salafistes appellent la charia, c'est-à-dire en fait ce qui est appliqué dans les États du Golfe et en Arabie Saoudite. Mais ça va plus loin, ça touche à à des détails de la vie presque courante. Elles sont en alerte perpétuelle, quoi, si je puis dire. Mais elles sont très déterminées et apparemment, brochures qu'elles éditent justement, qui sont destinées à ceux qui risquent, ou dans les médias, de parler, ou parlementaires bien sûr d'agir, sur les différents points. Le GTT, c'est le gros syndicat, je dis le gros syndicat tunisien, parce que si la Tunisie ne compte pas 11 millions de personnes, par contre, le GTT regroupe pratiquement 1 million de syndiqués. Ça fait rêver, hein, quand on pense à nos pays, enfin en particulier à la France. Donc c'est un saut. Le taux de syndicalisation a toujours été très élevé. Alors c'est vrai que sous les régimes précédents, l'UGTT, qui était une force incontournable, a aussi passé des accords avec les pouvoirs en place, hein, pour un peu comme les syndicats ouest-allemands, si je puis dire, régulièrement. Actuellement, l'UGTT est en pointe. Elle a modifié son bureau exécutif, elle a modifié dans le dernier congrès, il va y en avoir un autre dans l'année, la répartition des sièges, et disons que l'UGTT est plus offensive politiquement qu'elle ne l'était sous les régimes précédents. Et s'ils font quelque chose, on est obligé de tenir compte de ce qu'ils font. Ils peuvent bloquer des situations, même si ces blocages sont quelquefois longs, pénibles, et s'ils comptent un certain nombre de martyrs dans leurs rangs, bien sûr, hein, et dans les rangs des syndiqués de base. 50% des syndiqués se relèvent de l'enseignement ou de la fonction publique, ce qui est quand même assez bizarre. Mais c'est un secteur actif. Actuellement, il y a une grande grève. Hein. Hier, vous l'avez peut-être vu dans la presse, hier, il y avait une grève des enseignants en Tunisie, et elle a été suivie à 90%. C'est des scores qu'on a du mal à imaginer aussi, hein, chez nous, même quand on a de bonnes raisons de faire grève. En dehors des grandes villes et des grands bastions, la population, la population tunisienne souffre d'un faible niveau de conscience politique, et c'est dû, entre autres, au niveau de l'analphabétisme en Tunisie. Ben Ali avait proclamé tout le temps qu'il était là qu'il n'y avait plus que 10% de Tunisiens analphabètes. En fait, c'était faux, et le GTT
considèrent, bon, les statistiques sont difficiles à établir, qu'il serait plus honnête de considérer qu'il y a au moins 40% de la population. On a été dans les deux hauts lieux de la lutte en Tunisie. C'est à Sidi Bouzid que ce jeune marchand ambulant s'est suicidé par le feu. Hein. Et on a souvent considéré en Occident, si je peux dire, que c'était le point de départ de la Révolution. Hein. Donc on est allé à Sidi Bouzidi, c'est une région agricole, et c'est l'exemple que je vous ai cité tout à l'heure, c'est les syndiqués paysans qui sont là, éleveurs ou agriculteurs, nous ont dit que ils sont endettés jusqu'au cou et ils ne peuvent rien vendre dans la mesure où ils ne peuvent vendre que sur le marché local. Donc à une population qui elle-même, en ce moment, a énormément de mal à survivre et donc à acheter, puisqu'ils n'ont pas ni de traitement d'emballage, ni de possibilité de transport correct pour le lait, les tomates, etc. Même on a érigé un monument en béton, en béton plâtre, qui représente sa carriole, la fameuse carriole avec laquelle il a brûlé, puisqu'il s'est immolé dans la carriole. Et là, bon, de toute façon, les syndiqués nous ont dit à peu près la même chose que je vous ai dit sur le GTT, c'est-à-dire qu'ils avaient très très peur de la situation à venir, et en particulier, outre le fait qu'ils ont ce gros problème économique et ils ne voient pas comment ils vont s'en sortir, outre le fait qu'ils ont toujours été oubliés des pouvoirs centraux et qu'apparemment ça ne change pas du tout avec la Troïka, qui ne s'occupe pas du tout non plus des régions du centre, du sud, etc., qui sont condamnées. Ça, c'était Sidi Bouzidi. Et on est allé ensuite, à côté de Gafsa, à Redeyef, ces mines qui ont été ouvertes par les Français à la fin du XIXe siècle, hein, et qui étaient une des sources de richesse de la Tunisie. Les militants syndicalistes de Redeyef disent « Nous, Redeyef, on est le thermomètre de la révolution. Quand ça bouge à Redeyef, ça bouge partout. » C'est un peu comme Billancourt, dans le temps, Renaud Billancourt. En fait, le problème, c'est qu'ils ont effectivement, ils considèrent qu'ils sont à l'origine de la révolution. La révolution n'a pas démarré à Sidi Bouzid en fin 2010, début 2011, mais en fait, en 2008, le 5 janvier 2008, ils ont déclenché une grande grève, puisque les mines de phosphate venaient d'être liquidées, d'une certaine manière, tout ce qui était extraction interne était supprimé et il n'y avait plus qu'un petit peu d'exploitation à ciel ouvert. Et donc c'était le chômage pour le gros des mineurs. Ils ont donc enclenché une grève qui a duré 6 mois. Et pour mater cette grève, Ben Ali a envoyé dans cette petite ville qui fait 28 000 habitants 40 000 policiers et militaires qui sont restés pendant les 6 mois et qui se sont donc taillés la part du lion sur la population. Et au bout de 6 mois, le gouvernement a été obligé de plier. Mais il n'a pas plié complètement, il y a des syndicalistes qui ont été il y en avait beaucoup qui avaient été arrêtés, il y a eu des morts, hein. Il y a eu les morts dont on montrait dans le local la photo des martyrs. Bon, il y a eu 4 morts une première fois, puis il y en a eu 2 autres à un autre moment, puis surtout beaucoup de blessés, bien sûr. Ça continue, hein. Il y a des grèves un peu partout, tantôt c'est les télécoms, tantôt c'est la caisse d'allocation, enfin, bon. Eux aussi sont très très pessimistes, et organisent des tours de ronde, des protections des membres connus du syndicat. Bon, Chokri Belaïd avait reçu des menaces de mort, mais il n'est pas le seul. Hein. Les femmes démocrates, d'ailleurs, nous avaient montré les petits cercueils qu'elles reçoivent régulièrement. Les responsables du Front populaire aussi changent de lieu, etc. Enfin, se considèrent presque comme en résistance, quoi. Nous, pour arriver à faire un meeting, il faut qu'on fasse la quête pendant 1 mois, qu'on racle les fonds de tous les gens qu'on trouve pour avoir de quoi payer une salle qu'on ouvre, qu'on peut éclairer, etc. Tout ça. Les autres, ils disent toujours les autres, hein, mais enfin c'est Ennahda, etc. Les autres, ils ont les 5 discours de la journée, les 5 prières de la mosquée. Alors, en fait,
on ne peut pas gagner, quoi. On n'est pas à force égale, quoi. Il y a un travail de sape sans problème, avec les locaux, avec les gens pour le faire, etc. Et une population à l'écoute, plus l'argent, qui a de l'argent, et donc qui peut en distribuer, etc., qui peut fournir des aides aux plus démunis et autres. Et de l'autre côté, il y a des militants avec très peu de moyens. Liberté, ça c'est sûr, liberté d'expression, etc., mais pas de moyens et puis pas de perspective économique dans les médias. Pour terminer, qu'est-ce que j'en ai retenu de ce petit voyage en Tunisie? D'abord, ce que je ne pensais pas, que c'est un pays pauvre. On peut dire que c'est un pays pauvre. Il y a énormément de chômage, il y a des fermetures partout. Quand on voit, ça m'a fait penser un peu à la Roumanie. Quand on voit une usine, il y a des vitres qui sont cassées, etc. La porte est cassée. Il y a plus de fermetures que quoi que ce soit. Même au niveau du tourisme. Les hôtels, d'abord, il y a beaucoup d'hôtels fermés, tout court. Donc le personnel n'a pas de travail, a été licencié, parce qu'il n'y a plus assez de touristes, bien sûr, qui viennent, qui sont vraiment complètement à l'abandon, ça ne sera pas récupérable, quoi. Tel que c'est. Le tourisme, apparemment, en ce moment, souffre beaucoup. Le ministre du Tourisme passe son temps à dire soit oh mais non, c'est pas si terrible, ça reprend, ou bien pour dire après ah ben non, c'est dramatique, il y a 30% de moins par rapport à l'année dernière. Parce qu'en fait, le plan, c'est une façon de parler, le plan d'Ennahda, etc., c'est de développer un tourisme qui soit un tourisme islamique pour les pays du Golfe, ce qui est en plus assez aberrant, parce que c'est vrai que le tourisme riche des pays du Golfe, c'est plutôt d'aller dans des pays où ils vont pouvoir profiter de la société de consommation en général, et pas spécialement du soleil et de la mer que peut leur offrir la Tunisie. Néanmoins, le Qatar, qui est le gros gagnant, en fait. Bon, le Qatar a payé, ils s'en défendent, mais très mollement. Il y a des preuves, etc. C'est dit partout dans la presse, a payé la campagne d'Ennahda très largement, avec des millions. Bon. Mais j'allais dire, c'est donnant-donnant, et en plus, ils ont été bien récompensés, parce que les biens confisqués, il y a eu des biens confisqués de la famille Ben Ali et autres, etc., qui ont été mis en vente, ont tous été achetés, et pas à prix très élevé, par le Qatar, par les Qataris. Et les Qataris, maintenant, récupèrent tout. Ils ont Télécom, les télécoms tunisiens, j'ai oublié le nom, sont remplacés par Qatari Télécom. Tunis Air, enfin, les avions tunisiens, c'est remplacé par Qatari Airways. Tunis Air n'a plus qu'une toute petite partie de la place sur l'aéroport et des infrastructures qui vont avec. On nous a montré des grandes villas de luxe qui appartenaient à la famille Travelsi et autres. Ça, maintenant, c'est la propriété de tel Qatari, de tel autre Qatari. Les services publics ont été les premiers amputés quand il faut faire des économies au niveau des régions, quand il y a moins de subventions qui arrivent, et par conséquent, c'est un pays sale. C'est un pays où il y a des ordures partout. Il n'y a pas de ramassage d'ordures. Il y a du ramassage d'ordures sur la côte, à côté des hôtels de luxe et autres, où il y a les grands commerçants qui organisent eux-mêmes ce ramassage. Mais sinon, ailleurs, les gens mettent leurs ordures là où ils peuvent. Il y en a qui les brûlent, il y en a qui les brûlent pas. Les plastiques volent partout. C'est assez sinistre. Alors, la corruption, bien sûr que c'est pas dans un voyage de 2 jours qu'on peut voir comment fonctionne la corruption. Mais il y a des choses évidentes, c'est la contrebande. Alors, dans toute la partie nord, la contrebande avec l'Algérie se fait en particulier sur l'essence. Et dans tout le reste, le sud et la zone côtière qui va vers le sud, c'est avec la Libye. Et là, quand on était dans le sud, on voyait les camions qui passaient, les camions citernes qui passaient, qui s'arrêtaient, et on voyait partout sur la route des enfants, ou quelquefois des adultes, avec 3 ou 4 bidons, je ne sais pas comment on dit, jerrycans, d'essence à vendre.
Et cette essence, évidemment, c'est du commerce noir, c'est du travail noir, et il n'y a pas de contrôle. Les atteintes aux libertés, ben, je vous en ai cité pas mal. Hier, il y a un foyer d'étudiantes comment ça s'appelle, Bardo 2, à côté de Tunis, qui a été complètement saccagé. Dans ce foyer d'étudiantes, elles avaient organisé une soirée musicale, encore de la danse et de la musique. Donc au nom de la décence, et comme la police avait été appelée, elle n'est pas venue, et le lendemain, il y a eu un rassemblement de 2 salafistes devant le foyer pour demander la fermeture du foyer. Nous, on nous avait parlé dans un village du coiffeur qui avait disparu, parce que ce coiffeur avait dans sa petite échoppe, il coiffait les femmes et les hommes. Il y en a un autre coiffeur qui a été passé à tabac, mais lui, uniquement, ne coiffait que des hommes, mais il leur faisait, si je puis dire, des coiffures fantaisistes, enfin, etc., pas du tout des coiffures strictement halal. Les bars, bien sûr, et les bars et les débits de boissons sont sacrés. Ça, on le comprend, enfin, on le comprend, on l'imagine facilement. Il y a eu, à un moment donné, un des ministres d'Ennahda, d'ailleurs, qu'on avait appelé le petit juge de Kesrine, qui était assez bizarre, qui était assez célèbre, parce qu'il avait vraiment poursuivi des gens et réussi à faire inculper des gens. Alors il a été mis à l'écart, et il y a un nouveau ministre de la Justice qui a été nommé, qui a pris ses fonctions, mais toujours est-il qu'en dehors de ce fameux juge de Kesrine, qui était donc célèbre parce que apparemment intègre et autres, on peut dire que ça ne fonctionne pas, que cette justice est loin d'être indépendante et active. Par exemple, l'assassinat de Belaïd n'est toujours pas réglé. Hein. On n'a toujours pas pris les témoignages des gens qui demandaient qu'on prenne leurs témoignages, ceux qui étaient de l'autre côté de la rue quand Belaïd avait été descendu. On a trouvé des suspects possibles, mais il y en a déjà 3 qui sont partis en Libye, qu'on n'a pas eu le temps d'intercepter, et qui ont appris qu'il était temps de partir sûrement à temps. Le doyen de la fac des lettres, comme on était justement sur les facultés au moment du forum, tout le monde en parlait, il y avait son portrait. Il n'est toujours pas jugé, donc il est toujours suspendu. Et dans l'université des lettres, il y a par contre des placards partout exigeant la liberté du port du niqab pour les étudiantes comme étant une preuve suprême de liberté, etc.